Bien, bonjour à tous. On va pouvoir commencer à l'heure. Tout d'abord, merci d'être venus aussi nombreux à cette deuxième conférence de la journée. Alors c'est vrai que c'était pas forcément évident d'attirer du monde dans une conférence où nous avions décidé, à dessein, de ne pas mettre IA dans le titre. En effet, quand nous avons préparé cette prise de parole, nous avions initialement prévu de vous parler des IA génératives et comment cela allait piloter les évolutions de nos outils. Mais devant le nombre de conférences sur ce sujet, nous avons préféré aborder un sujet plus concret qui est celui des synthetic data. C'est en effet un sujet dont nos clients parlent de plus en plus. On va donc ici vous présenter ce que nous avons pu découvrir, ce que nous avons fait comme expérimentation et puis nos conclusions. Mais tout d'abord, nous sommes Socio Data Management. Socio Data Management, c'est la continuation de l'aventure sociologicielle, une société qui travaille depuis plus de 40 ans dans le traitement et l'analyse de données d'enquête. Alors en tant que tel, nous nous concentrons sur la validité scientifique et sur la discipline de traitement de la donnée, de la statistique et même de l'analyse. Ce qui fait que même si nous pouvons bien sûr vous conseiller sur les usages, c'est bien évidemment à nos donneurs d'ordre que revient la décision de l'usage des informations que nous produisons. Donc au départ, nous nous sommes posé cette question. Les synthétiques data, c'est pour nous, on va vous raconter aussi ce que ça peut être pour d'autres. Et si on avait chacun d'entre nous un jumeau ou un morceau de jumeau synthétique qui a sensiblement les mêmes opinions que nous, qui saurait dire un peu différent ou un peu différemment, et est-ce qu'on est capable de trouver aujourd'hui des gens, des individus synthétiques pour répondre à des enjeux aujourd'hui qu'ont beaucoup de nos clients, de trouver les bons répondants et de trouver les bons individus pour compléter leurs échantillons. Donc, ce que nous allons vous présenter aujourd'hui va se décomposer en 5 grandes parties. Tout d'abord, Arthur Péchaud, directeur chez Sociodata Management, va vous présenter où il existe des données synthétiques et pourquoi ces techniques ont émergé ces dernières années. Ensuite, nous allons nous concentrer sur la partie de l'activité de cette discipline qui nous intéresse plus particulièrement. Et puis enfin, Guillaume Zielinski va nous présenter, au travers d'un cas, un exemple sur lequel nous avons fait pas mal de recherches, sur lequel on va vous présenter les résultats, pour vous dire ce qu'on en pense et toutes les alertes qu'il faut mettre autour de ces usages-là. Merci. D'ouvrir. Donc, je voulais juste rappeler, sur Data Management, pour on va dire les plus anciens, c'était sociologiciel, une entreprise qui existe depuis 40 ans. On a gardé nos forces vives avec des personnes qui sont là depuis plus de 20 ans dans l'entreprise. Donc, il y a de la transmission, surtout le savoir et l'expertise qu'on a sur la 2D, les traitements dans le milieu des sondages et des études marketing. Et on a organisé de façon à pouvoir aussi bien recueillir la 2D, la traiter, la processer et enfin la mettre en scène dans des rapports. Un de nos spécialités, comme le rappelait Olivier, c'est avant tout de servir les marketeurs avec du traitement et de l'analyse de données. Pour revenir sur un autre sujet, m'a essayé de faire une petite définition de données statistiques. Donc, comme l'on le dit, que ce sont des données non réelles qui ont été synthétisées via des algorithmes, plusieurs algorithmes différents. Nous verrons tout à l'heure les différentes options qu'on peut mettre en place. Donc, à la base, c'était surtout pour des histoires de RGPD, notamment, de confidentialité de données et de volume. Donc, beaucoup d'informaticiens, pour entraîner leur modèle d'intelligence artificielle notamment, ont été les premiers à adopter ces synthétiques data pour pouvoir alimenter leurs algorithmes avec encore plus d'informations, sans passer par des contraintes de budget, de quantité ou encore de RGPD, d'anonymisation de données, notamment quand ça peut être des données sensibles. Donc, évidemment, étant donné que ce n'est pas Ray Donovan qui demande du milieu des enquêtes où on pose des questions à des vrais individus depuis toujours, ça représente quand même des risques et des biais. Donc, on a essayé d'en évaluer certains, de les hiérarchiser aussi. Donc voilà, mais c'est un des principaux enseignements qu'on en a tiré, c'est que ça ne prend pas en compte toutes les nuances qu'il peut y avoir dans un échantillon d'individus avec tous les différents profils qu'on peut retrouver dans une base de données.
Non, plus clairement, c'est ce que j'ai expliqué en préambule. Donc, ça a été surtout en place au début pour les informaticiens, pour aussi d'entraîner les gros algorithmes et les modèles mathématiques. Euh, comme je disais, quand on travaille par exemple dans le milieu de la santé ou de la banque d'assurance, d'anonymiser aussi et de pas avoir à manipuler de l'information sensible. Non, mais je suis de regarder un petit peu aujourd'hui ce qui est en place du côté de la synthetic data sur des différents sujets, puisqu'on va voir que c'est pas encore trop creusant dans le descendage et des études marketing. Donc là, j'ai pris quelques petits exemples Paymer. Donc Facebook forcément est féru de data et il utilise la synthetic data pour essayer de combattre les fake news. On voit aussi les voitures autonomes. J'étais à San Francisco cet été. Les taxis se baladent en ville tout seuls, etc. Donc ces voitures ont été entraînées notamment sur la base de données fictives générées par des algorithmes. Il y a aussi tout le côté cybersécurité également, plutôt que quand un client me demande de faire un test d'intrusion à distance ou en physique, tant à faire, autant demander à notre quiz qu'elle tape pas directement dans vos vraies données, mais plutôt dans des fausses données, comme ça on garde une confidentialité maximum. J'en parlais tout à l'heure, l'aspect confidentialité sur tout ce qui est finance, banque d'assurance et santé, bien évidemment. Et enfin, en marketing, j'ai trouvé quelques idées, quelques exemples, comme par exemple simuler un marché sur un pays sur lequel on n'a pas encore des données, en se basant sur des données d'un autre pays, en essayant de recouler, en essayant de en structure. Bien sûr, c'est pas évident, il faut de l'intervention humaine pour choisir les bonnes variables et regarder les bons liens et d'essayer de dupliquer un marché sur un marché qu'on ne connaît pas, par exemple, ou encore regarder un petit peu ce que donne l'efficacité d'une campagne marketing, par exemple, sur des prospects, alors qu'on n'a que des informations sur nos clients. Essayer de reconstituer des prospects qui seraient proches de nos meilleurs clients pour maximiser. Dans les études marketing, donc effectivement, il y a quelques premières applications. Donc j'en ai parlé, c'est essayer d'analyser des segments de clientèle qu'on n'avait pas. Donc forcément, on crée des personnages sur des prospects, par exemple, ou sur des comportements qu'on n'avait pas en base de données. Il y a le côté amélioration des prédictions aussi, donc j'en parlais en préambule, à la base, les informaticiens et les data scientists se servent de ce genre de données pour alimenter les algorithmes et donc les perfectionner pour qu'après ils soient encore plus efficaces quand ils se basent sur de la vraie donnée, sur de la donnée réelle qu'on récolte auprès des individus. Ouais. Et non, le sujet sur lequel on s'est intéressé aujourd'hui, c'était plutôt une problématique de talent, où on s'est dit, parce qu'on vient quand même aussi de ce milieu-là, comment apporter en complément le dispositif d'enquête déjà existant. Donc effectivement, il peut y avoir plusieurs concrétisations de ça. Ça peut être, j'ai saucissonné mon questionnaire en quatre et je pose les quatre parties de mon questionnaire à quatre parties de ma base de données, de façon à ce que le répondant ne passe pas trop de temps sur un questionnaire. Et d'ailleurs, on essaie de reconstituer une information manquante. Ça peut être aussi parce que en fin de terrain, j'ai un problème de temps. Il faut absolument que je termine mon terrain demain, après-demain, et il me manque une partie de la population bien spécifique. Donc, à voir si c'est possible de créer synthétiquement ces personnes-là qui me manquent. Ou, une troisième voie, ça peut être, plutôt que de faire un terrain face-à-face de 10 000 interviews représentatifs des quartiers populaires de la ville, des zones rurales, etc., sur la France, et bien plutôt que d'en faire 10 000, je vais peut-être en faire, non, peut-être 5 000, 6 000, 7 000. Par contre, très représentatif de ma cible. Ça, il faut quand même bien garder ça. Et après, derrière, peut-être rajouter du volume en entraînant les algorithmes sur ce qu'on a recueilli, c'est-à-dire les quelques milieux d'enquête face à face qu'on a eu. Donc ça peut être aussi, ça peut être une troisième voie, c'est-à-dire réduire un petit peu la volumétrie des terrains en VL. Mais par contre, il faut qu'il soit quand même très bien structuré au niveau de l'échantillonnage et de la représentativité, et de se servir de ces échantillons réduits pour le grossir en rajoutant de l'information. La problématique
que j'avais eu mais que tout le monde a, c'est nous avions calculé un taux d'illettrisme en région Centre-Val de Loire. Et la région était très contente. On avait sorti les taux au niveau départemental. Et là, et forcément, les personnes avaient envie de creuser, savoir sur les jeunes, sur les PCS+, etc., sur chaque département. Et là, on commençait à avoir une volumétrie pas suffisante pour avoir des résultats fiables. Donc, c'est vrai que j'avais pensé à ce genre d'application pour ça, parce que les terrains sont très cotés en face à face, sur très longtemps, plein de raisons. On peut avoir envie de rajouter un peu de synthétique data. Alors, c'est une image, mais comme on peut voir, l'embêté dans l'échantillon incomplet, c'est ce qu'on a récolté dans la réalité, et avec la synthétique data, on va pouvoir le compléter de façon à reconstituer une map non écrasée, je crois. Je sais pas quel continent, peut-être mais où il s'agit. Donc, on va vous présenter aujourd'hui 3 approches différentes. Une approche du léger, une approche aléatoire et une approche, on va dire, hybride. L'approche du léger, donc là, on essaye de schématiser. Donc, on a notre base de données. Le grand leverage, c'est sur la gauche, sur la partie orange, on aura aussi neuf et sociodémons que la partie questionnaire complétée par des individuels. Et oui, le côté du léger, c'est en fait, on va rajouter les individus en sélectionnant nous-mêmes leurs sociodémons. Donc, c'est quelque chose qu'on va mettre dans l'algorithme. Et derrière l'algorithme, on va vous créer une synthétique data sur la partie questionnaire maintenant, en se basant sur ce qu'on lui a mis en sociodémo, ou dans ce qui nous va bien, et aussi de compléter notre échantillon pour qu'à la fin, on soit représentatif. La deuxième méthode, c'était de se dire, on s'embête pas avec la sociodémo, on laisse l'algorithme créer lui-même les sociodémons dont il passe à avoir besoin en fonction de ce qu'on lui a demandé pour compléter le terme. Donc, pour voir, du coup, il y a le côté synthétique aussi bien sur la sociodémo que sur le questionnaire. Et enfin, l'approche hybride ici qu'on a testé. Donc, pareil, là, notre base d'individus un peu tronquée. Et ensuite, donc, d'une part, il a créé synthétiquement les variables sociodémo. Et d'autre part, plutôt que de créer pour chaque individu synthétique créé pour un questionnaire, en fait, on va dupliquer, on l'a créé peut-être 5000, 10 000 individus. Et on va le piocher parmi ces 10 000 individus créés, ceux dont on aura envie, pour aller compléter les 100 manquants. Donc, plutôt que d'en avoir créé 100, on en a créé 10 000 et on en a pioché parmi ces 10 000 les 100 qui nous correspondent bien. C'est dit que ça pouvait être une méthode un peu plus fine. Voilà, notre terrain de jeu, on s'est basé sur une étude que nous avons réalisée l'année dernière pour un partenariat avec les étudiants de master en sociologie à Paris Centre. Donc la cible, c'était les millennials, donc environ 20-40 ans, sur le représentatif des 20-40 ans français. On avait 800 interviews et on a utilisé qu'une partie du questionnaire qu'on leur a reposé parce que sinon ça aurait été trop lourd. On s'est basé uniquement sur la sociologie des Noirs et sur tout le pain en relation au travail que peuvent avoir ces personnes-là. Je vais laisser la parole à Guillaume, qui du coup a mené toutes ces analyses en profondeur et qui va pouvoir vous détailler un petit peu les enseignements qu'il en a tirés. Alors, donc la première approche évoquée par Arthur, c'est celle qu'on a appelée approche du léger. Donc dans cette approche, on a essayé d'expliquer chaque variable qui nous manquait, donc chaque réponse à des questions, par uniquement la partie sociodémo. Donc pour faire ça, on a utilisé des modèles prédictifs et les modèles sur lesquels on est parti, c'est les random forest. Donc on a utilisé des random forest, alors on a appelé ça incrémentaux parce qu'à chaque étape, on réutilisait la variable prédite précédente, puisque les random forest, on est obligé de prédire variable par variable. Donc pour faire ça, on a des temps de génération qui sont acceptables. Non, ça prenait environ 4 minutes pour nous générer nos dizaines de variables à partir de la quelques données sociodémographiques qu'on utilisait. Et ensuite, on a essayé de regarder les écarts de pourcentage entre la donnée réelle amputée, parce que pour tous ces essais, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on avait une base de 800 répondants et on a fait comme si on n'avait pas eu les 100 derniers, qu'on a vu que 700. On a essayé de comparer avec les 800 complets, les 700 réels et 700 plus 100 synthétiques et voir si on a eu des écarts au niveau des résultats. Donc là, avec la donnée réelle imputée, on voit qu'on a déjà des écarts. Alors, ça se joue à quelques dixièmes de pourcentage, mais on a quand même quelques écarts.
Et en modélisant par Random Forest, on voit qu'il y a la plupart des écarts se creusent par rapport à la réalité. Pour rien cacher, il y a Random Forest, ça fonctionnait pas du tout pour expliquer, en tout cas la façon qu'on l'a fait pour expliquer juste les sociodémos, les variables actives, enfin les réponses à les questions. Donc, alors les enseignements qu'on a tirés, c'est quand même que les filtres qui existaient dans les questions à l'origine étaient respectés par les nodes prédictifs. Donc si j'avais des questions qui étaient filtrées par d'autres questions, la reconstruction tenait compte de ces contraintes. Alors ce que j'ai dit à la slide précédente, c'est que ça tendance malgré tout à dégrader fortement les résultats, et que donc il n'y avait pas une amélioration significative par le fait d'améliorer des algorithmes qui étaient prédits et pas synthétisés comme on va le voir dans les slides suivantes. La deuxième approche qu'on a utilisée, c'est ce qu'on a appelé l'approche aléatoire. Donc là, c'est de la même façon, on avait nos parties nourrissantes, on a supprimé 100 individus. Et on a utilisé un synthétiseur qui se base sur des modèles bayésiens pour essayer de trouver les liens entre les variables prédictives et se baser sur ces liens pour recréer des individus complètement synthétiques. Et donc là, on a fait 2 tests. On a fait des tests avec 2 par 1, 3 par 1. Pour faire simple, c'est le nombre de variables qui va essayer d'expliquer une variable donnée dans notre modèle bayésien. Sur ces exemples-là, avec 2 par 1, 3 par 1, avec une quinzaine de questions, c'est très rapide à tourner. Ça met quelques secondes pour générer les individus. Ça met à peu près 2 minutes pour faire le modèle. Par contre, on a fait des tentatives avec 2 groupes de questions. On a été assez franchement avec 500 questions. Et là, plus de 2 heures pour régénérer la modélisation bayésienne. Ça a même pas été jusqu'au bout dans les essais qu'on a effectués. Donc là, ce que je disais, c'est que tous les individus, y compris leurs sociodémons, étaient générés par l'analysation. Donc là, dans ce cas de figure, on a un respect total de la structure sociodémographique entre la donnée réelle à 800, la donnée réelle computée à 700, qui était déjà proche de la donnée réelle complète, et pour la donnée réelle, plus ces quelques individus synthétiques qu'on a ajoutés. Donc à ce niveau-là, ça ne dégrade pas les distributions des variables sociodémographiques sur lesquelles se base la loi. Y compris, idem sur les répartitions de tranches d'âge. On a exactement, à quelques dizaines de pourcents près, l'on est dans les répartitions entre les 3 situations. De même sur la partie sur le CSP, donc la catégorie socio-professionnelle, on est dans les mêmes zones. Et l'avantage de cette technique, c'est qu'elle conserve énormément les liens des variables 2 à 2. Donc là, c'est des comparaisons, des corrélations entre toutes les paires de variables, entre à gauche la donnée réelle et à droite la donnée synthétisée. Enfin, réelle plus synthétisée. Donc on voit bien que la donnée synthétisée arrive quand même bien à singer la donnée réelle. En tout cas sur des niveaux comme ça de 2 et 2. Donc de la façon qu'on compare les écarts par rapport à la réalité, donc sur les données réelles imputées, donc c'est le même tableau que tout à l'heure, on voit qu'on avait quelques écarts. Sur les données, les 2 par 1, 3 par 1, ça dépend. Sur certaines variables, on va avoir tendance à leur revenir plus près de la réalité, sur d'autres, on va avoir tendance à s'en éloigner. Et encore une fois, ça reste des écarts à 1 ou 2% près, mais on a quand même des écarts un peu plus forts sur certaines questions. Donc ce que vient d'enseigner une méthode, c'est que donc on a la structure globale de l'échantillon, on a la structure des variables 2 à 2. Ça nous permet de créer des profils sociodémographiques qui n'existaient pas dans les données. On a fait l'exercice, on a regardé certaines lignes et effectivement on avait des combinaisons de sociodémos qui n'existaient pas dans nos données d'origine. Là aussi, les chiffres sont respectés par la modélisation. Donc, si des questions ne sont pas posées à certains répondants, on le retrouve aussi dans les résultats des individus synthétiques. Et au niveau des différences, c'est du même ordre que si on n'avait pas rajouté ces individus, quoi.
À part sur certaines questions, on a vu que ça creusait un peu plus ces écarts, mais globalement, ça reste à peu près dans les mêmes clous. La troisième méthode qu'on a testée, c'est celle que dont parlait Arthur, la méthode idolite. Donc, pour cette méthode, on s'est dit, on va pas générer juste 100 individus parce que c'est naissant qui nous manquait, mais on va en générer d'aucun. Donc là, on a généré 10 000. Alors, 10 000 ou 100, une fois que le modèle est fait, ça prend à peu près le même temps à générer. Et on s'est dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ensuite les individus qui ressemblent le plus aux individus qu'on a enlevés et on va voir si ça garde mieux les structures que si on allait laisser le truc se faire complètement au même. Donc là aussi, on génère toutes les données par le réseau Bayesian. Donc on signale à l'artiste socio-démo que les réponses aux questions classiques. Voilà, pour cet exemple, on n'a plus que 2 par 1. Et donc là, on compare la donnée réelle, encore une fois amputée, les données synthétiques précédentes avec d'autres parents, puis la donnée, ce qu'on a appelé les données ciblées. Et on voit que globalement, on a toujours un peu des écarts. On revient pas complètement à la réalité, mais on est un peu moins bien sur certaines variables, on est un peu mieux sur d'autres. Globalement, on est un peu plus proche que au moment celle à 3 par an. Ouais, non, ça dépend des questions. Et oui, que générer eximés individus ou j'en ai généré 100, ça en génère, en tout cas en termes de durée de génération. Après, quand on bat les écarts à la moyenne, c'est toutes ces solutions ont tendance à avoir de biais par rapport à la réalité, mais dans des bandes relativement acceptables. Alors, une fois matché ces 3 tests, on a essayé un test supplémentaire. On s'est dit, on va modifier. Là, on allait retirer 100 individus, les 100 individus à l'état 1. On s'est dit, si on met dans un autre cas de figure, où on veut des débats, on sait qu'on allait de son interroger 800 personnes et on veut s'arrêter à 700. Donc 700 personnes qui seront significatives de nos 800 ciblés. Et on complète les 100 dernières par des individus synthétiques. Donc là, c'est le cas de figure. Donc là encore, on a pris 700 individus. On les a appris n'importe comment, on les a appris c'est représentatif. Là aussi, pour générer les individus synthétiques, c'est très rapide, hein, ça prend 3 secondes. Le modèle qu'on a utilisé, c'est comme les modèles précédents, ça reste un modèle Bayesian, donc basé sur les 700 répondants en réel pour reconstituer des répondants virtuels. Et on a pris la test sur 3 par an, donc 3 valeurs pour expliquer une variable donnée. Et puis, je vais donner l'intervenant, il faut bien marquer la différence par rapport au premier test qu'il y en avait. Notre premier test. Au début, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait 800 et on en enlevait 100 aléatoirement, parce que on voulait être dans la situation, on menait sur un terrain, et le terrain n'arrive pas forcément à se finir, et du coup, il manquait un peu plus d'une population que d'une autre, etc. Là, on est dans un objet fillot, on premier vite. Dès le début, on se dit, on va pas en faire 800, on va en faire que 700, pour des gains de temps et de coûts. Et donc, ces 700-là, on va les chercher de façon à ce qu'ils soient très représentatifs de la cible qu'on veut l'interroger. Et après, donc c'est sur cette base de 700 très représentatifs qu'on va appliquer le modèle pour qu'il aille chercher les 100 derniers. Donc on n'est pas du tout dans le même net figure. Donc là, ce qu'on a comparé, si il y aurait des données réelles imputées de 100 individus, donc avec ces données réelles restant représentatives des données SIM, et ce qu'on appelait respect quota P synthétique, donc c'est 700 données réelles plus 100 synthétiques, basé sur 700 représentatifs des 100. Donc là, on a aussi des écarts qui sont plus ou moins importants en fonction de la variable. On note donc dans tous les cas de figure qu'on a appliqués, on retourne à peu près dans la même zone, on se rend compte que les données qu'on génère qui ne sont pas des données réelles restent cohérentes, malgré tout, avec les données d'origine. Donc là, je te laisse reprendre la ligne. Donc effectivement, on a voulu quand même aller un petit peu plus loin. On se concerne du compte, c'est que ça respecte globalement les fits, ça respecte les moyennes qui étaient trouvées initialement, ça respecte aussi les distributions. Donc ça fait plutôt bien l'affaire au niveau macro. Et j'ai juste voulu faire l'exercice sur une variable
Donc peut-être je passe. Ouais, je veux dire que tu montres. Ah, donc là, face j'écris deux modalités d'une variable. Mon travail est suffisamment dominateur pour répondre à mes besoins primaires. Donc la première tranche de la pyramide des besoins de Maslow, hein, c'est vraiment se nourrir, se loger, être propre. Et à droite, mon travail m'épanouit au quotidien. Il se trouve que sur ces deux questions, moi, en général, on retrouve dans toutes les études une différence de réponse entre les personnes plutôt PCS+, et les personnes PCS-, sur ces deux variables précises que je suis allé chercher. Et là, on doit se rendre compte que sur le côté synthétique data, c'est ce que je disais en préambule, les neurones ne sont pas vraiment bien dessus. Là, on doit voir qu'à chaque fois, les noms sont dégradés, voire atténués, voire elles disparaissent totalement. Sur mon travail, les pas mis au quotidien, on a le haussement de différence entre PCS+, PCS-, sur un échantillon de 800. Donc là, en fait, on a généré 800 fonds en se basant sur les 800 bas. Et on voit que du côté synthétique data, c'est cette nuance, elle a été totalement gommée. Donc quand on rentre dans le détail des qualitatifs, on peut s'apercevoir qu'il y a encore du travail à faire. De l'autre côté, et il y a aussi dit du côté des apprentissages des machines pour essayer de mieux prendre en compte ces subtilités, puisque sinon à la fin on va se retrouver avec effectivement une monnaie qui sera la même, une dispersion qui sera la même, mais qu'on voudra aller regarder sur des populations spécifiques, on ne retrouvera plus des comportements qui correspondent à ces populations spécifiques. En tout cas, de notre point de vue, pour l'instant, voilà, c'est l'étape sur laquelle on a envie d'aller, et on espère que l'année prochaine, on pourra vous donner une solution là-dessus qui sera encore plus précise. Alors, les next steps, effectivement, donc mission générer les légendes synthétiques sont basées sur un jeu de données existant. Donc à faire, le réel effort pour qu'on doit pousser la magie jusqu'au bout, hein. Peut-on remplacer le modèle d'imputation par des algorithmes de synthétique data? Donc ça, je pense qu'en partie, la réponse existe déjà, c'est oui. Le mélange du hybride, n'est-ce pas le pot du redressement? En fait, on évoquait tout à l'heure des problèmes de lecture sur quand on n'a pas sur base, soit quand on a des bases pas assez suffisantes pour faire des listes en collation, j'arrive pas à finir mon terrain, donc je vais chercher les individus qui manquent. J'en fais que 700 ou les en faire 800 pour des histoires de coûts. Mais finalement, tout ça, ça peut souvent être réglé par des histoires de redressement. Donc ça ne réglera jamais la problématique du volume, mais en tout cas la problématique de la représentativité. Si on est plutôt en fin de terrain et qu'il manque 50 individus, il vaut peut-être mieux redresser les 750 qu'on a, plutôt que d'en rajouter 50 faux. Donc c'est une vraie question à se poser. Et le bon redressement, c'est ça qu'il faut essayer d'avoir. Un bon redressement, c'est des poids pas trop importants sur les individus. Et si jamais on décide, parce que par rapport aux contraintes qu'on a, de des poids qui sont supérieurs à 2 pour des individus, déjà s'assurer que les individus qui ont ce poids supérieur à 2 ne sont pas des individus totalement déconnants par rapport par rapport à la règle. Et il y a une question d'astuce si on ne retire que 50 réponses. Donc ça, c'est les questions sur lesquelles on va maintenant se creuser, c'est-à-dire on a arbitrairement choisi d'enlever 100 répondants. Et puis on a décidé de 25, 50, 100, 200, et donc en effet, regarder où sont les seuils, à quel moment ça bascule, où ça se dégrade fortement, et éventuellement il y aura un seuil où on arriverait à revenir plus proche des 800 réels, en enlevant que quelques individus, en se disant peut-être qu'un terrain peut s'arrêter un peu en avance. Voilà, on a également avant des questions, on s'en est posé plein, on vous les a pas toutes mises. Ça, c'est toutes les questions qu'on s'est posées à la fin en disant, mais en fait, il y a encore plein de choses à regarder. Et c'est long, hein, à chaque fois à tout refaire tourner, à tout réécrire. Donc ça prend du temps, mais on va continuer à creuser cette question-là parce que il se peut en effet qu'il y ait des effets de seuil qui nous permettent de faire quelque chose de réel. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, à aucun moment on a trouvé que l'ajout d'individus hybrides, en tout cas avec tous les algorithmes que l'on a testés, améliore par rapport à un traitement. On a fait cet exercice, hein, je sais pas si oui, il y a la question sur les points. On a fait cet exercice aussi de voir les écarts entre les bruts non AC, des 700 avec les 800, et on a fait avec les hybrides. Il est clair que ce qui nous ramène vers les 800, c'est l'adressement. À chaque fois, il y en a toujours une amélioration des scores. Et évidemment, on est un petit peu gêné avec ce cas. Je ne sais pas si certains de vous se sont fait la réflexion, et les écarts sont très faibles.
Enfin, il y a peu de gens que ça intéresse de savoir si on a 0 quête ou 1% près. Donc on était juste un petit peu gêné sur cet exemple-là parce on aurait aimé trouver, donc on va essayer aussi de trouver des cas d'usage où le fait d'enlever 100 répondants dégrade vraiment de 3, 4, 5, 10 points, 10 points peut-être pas, mais les résultats de sorte que on joue sur des marges un peu plus larges. Parce que sur des écarts aussi faibles, peu de gens sont intéressés. Alors, on peut avoir des effets de seuil. Quand j'ai dit ça, Arthur m'a dit oui, mais moi j'ai des clients, ils disent à partir de 80%, j'ai un problème. En dessous de 80% de SAT, ça va plus du tout. À 80,2, tout va bien. Donc, c'est vrai qu'il peut aussi y avoir des effets de seuil qui font que l'individu hybride peut éventuellement dégrader. Mais ce qui est clair à date avec notre cas d'usage, c'est pour ça qu'on va mettre beaucoup de l'unité de ce qu'on a fait, et avec l'ensemble des méthodes aujourd'hui qui sont reconnues pour créer des individus hybrides, à date, on ne trouve pas l'amélioration par l'injection d'individus hybrides. Mais on va continuer à trouver des cas, on va essayer de distinguer des cas. Je sais qu'il y a un acteur du marché qui est en train de se présenter en disant « on peut vous aider à trouver des cibles qui n'existent pas ». Et c'est, enfin moi, mon plus grand étonnement, c'est ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans une des slides d'avant, on a généré des individus qui n'existent pas dans nos quêtes. On a créé vraiment des sociodémons avec des réponses. Malgré le fait qu'elle respectait les filtres, à aucun moment on a trouvé son jument. On n'a pas copié des individus. On a créé des individus complets avec des tranches d'âge, des métiers et un genre qui n'étaient pas dans notre cas d'usage. Donc ça, c'était assez intéressant à créer. De générer en fait des répondants pour des boosts en fait, plutôt qu'essayer de générer vraiment la même population. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais vous voyez, juste pour... Pour faire un focus sur une partie de la population, par exemple, et se dire ça, j'ai envie de surreprésenter, et donc... Oui, parce que vous dites c'est pour compléter, parce que le terrain n'arrive pas à se finir, etc. Mais imaginez, je fais 500 inters, et en fait, ce que je veux, c'est regarder... dans ces 500 inters, j'ai pas assez. Je vois que je veux booster les Parisiens, par exemple. J'en ai pas assez. D'accord. Et donc là, est-ce qu'il n'y a pas un intérêt, en fait? C'est pas pour améliorer la donnée, c'est vraiment pour booster, pour avoir une lecture plus profonde sur cette cible. Ouais. Oui, voilà, c'est ça, c'est des surreprésente, on suréchantillonne en fait finalement les Parisiens dès le départ dans l'enquête finalement. Peut-être que les Parisiens par rapport aux données INSEE, ça leur présentait 200 inters, mais vous allez en faire 400. Donc surreprésenter la part des Parisiens qui sont interrogés pour avoir une lecture plus profonde dessus. Et donc effectivement, on pourrait appliquer exactement ça en se disant, mais plutôt dans un grand interroger 2 fois plus sur le terrain, j'en déroge que 200 et je génère les 200. Donc on a un parti avec ton nu, puisque du coup finalement on va générer ces 200 en plus pour pouvoir avoir une lecture plus profonde sur cette population. On va baser le modèle d'algorithme sur les 200 qu'on a eu. Et donc c'est un petit peu ce qu'on a fait, là, c'est on base notre modèle sur ce qu'on a pour générer des individus qui soient semblables. Donc ça peut être sur une cible qui soit la cible nationale, ça peut être sur une cible qui soit une cible plus petite, plus niche, comme les personnes âgées de plus de 65 ans, hommes habitant en quartier rural du département 27. Parce qu'il y a d'autres acteurs sur l'archi, tu le faut utiliser et ça fonctionne. D'accord. Oui, on est au courant de ça et on essaie de les voir là pour comprendre donc quels sont les cas où il y a la possibilité de le faire et comment ils se sont basés pour dire que ça fonctionne. Ce qui est sûr, c'est que nous on s'est calé vraiment sur nos méthodes et nos outils dans ce cas d'usage-là. Mais je sais que en effet c'est ça qu'ils disent, on peut vous aider à renforcer sur des cibles rares. Je crois que c'est ça le terme qu'ils utilisent. On est curieux de savoir. Enfin voilà, on se pose la question. On dit c'est pas vrai parce qu'on a fait, on a fait beaucoup de recherches sur un cas d'usage. Il faut qu'on en fasse plus. Ce qui est sûr, c'est que aller dire qu'on peut, nous pour l'instant on ne voit pas trop, on n'est pas trop convaincus que ce soit quelque chose de vraiment qui apporte quelque chose. Ça dénote pas, hein, on a vu, hein, c'est vraiment parfois on joue sur un peu plus, un peu moins, mais l'apport à date, c'est un petit peu compliqué. Donc le fait de pouvoir dire je crée des individus, il faut qu'on trouve un cas d'usage en fait avec un boost.
Et il faut qu'on choisisse peut-être mieux les individus qu'on enlève pour générer un biais fort et voir si on arrive à rattraper ce biais. C'est pas ce qu'on a fait là, on est parti sur l'aléatoire, on est parti sur des cas d'usage. J'ai un terrain qui se termine pas, donc on a pris les derniers, tout simplement ceux qui ont été interrogés enfin. Et le deuxième cas d'usage, c'est je décide volontairement de réduire la taille de mon terrain. Est-ce que je peux revenir à une représentativité 800 en créant des données des synthétiques? Ces deux cas d'usage là, voilà. Après sur des boosts, c'est un vrai Sur ce sujet-là, notamment par votre dernière remarque qui était un institut le propose et dit que ça marche. Moi là-dessus, je suis assez humble parce que j'ai aussi comparé. Il y a beaucoup d'instituts, des grands qui ont fait des white papers sur le sujet notamment. Et nous, on vous dit 50% de notre chiffre d'affaires est fait auprès des instituts, donc on les connaît bien. Je vais en citer qu'un, c'est Kantar, qui a les mêmes conclusions que Connie. C'est un pur hasard, mais en gros, ils ont fait la même analyse que moi à la fin, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à regarder sur des populations où on sait qu'ils répondent particulièrement comme ça à certaines questions. Et sur ce type de questions, les synthétiques d'attaque omettent totalement, comme dans les exemples que je vous ai montrés. Donc moi, je reste humble. Ce que je vois, c'est qu'il y a des grands instituts qui disent que ça marche. Il y en aura peut-être une conférence aujourd'hui ou demain. Il y a d'autres grands instituts qui disent que ça ne marche pas et que ça dégrade et que la qualité n'est pas bonne dès qu'on veut faire de quali, dès qu'on veut commencer à rentrer dans... Donc pour moi, là-dessus, non, on se posait des questions, on se rend compte qu'effectivement, il y a un peu des deux, il y a de la com aussi. Non, on a plutôt joué la carte de la transparence et de la recherche, et on a envie de progresser avec vous. Si vous êtes sur des problématiques comme ça, il serait ravi de passer du temps, se tromper, améliorer, etc. C'est le principe du test and learn et tout ça. Donc voilà, nous, on en est là, et voilà, encore une fois, je voulais rester humble sur le sujet, parce que même si c'est notre spécialité, le traitement et l'analyse de données, c'est un sujet qui est très novateur. On voit que même dans les gros instituts qui ont des très grosses forces de frappe en termes de direction scientifique, ils ne sont pas encore tranchés. Question pratique, si un terrain crampe, comme on dit, et qu'on vous appelle pour rajouter du data, compléter une base, combien de temps? Combien de temps vous prenez pour faire ça? Et nous renvoyer une base artificielle complémentaire? C'est comme j'ai indiqué, ça dépend du nombre de variables qu'il faut qu'on reconstitue, ça dépend de la volumétrie des individus. Là, on s'est basé sur des trucs assez petits, donc on avait du 700 J16 en répondant avec une vingtaine de variables, et ça allait assez vite. Mais c'est où j'ai été, j'y suis allé franco, avec 500 variables, ça tournait plus du tout. Donc il faudrait qu'on fasse un peu plus de tests entre les deux pour voir, pour être plus précis sur les réponses, quoi. Quand elle est là, on va voir, la génération des individus peut prendre quelques secondes. Donc c'est pas forcément ça qui va prendre du temps. Ce qui peut prendre du temps, c'est de rentrer dans le cas concret de son client, dans sa problématique, de voir ensemble quelles sont les bonnes variables là ou pas. La revue technique, c'est vraiment la création de la modélisation qui est longue. À tourner, si tu as beaucoup d'informations à reconstituer, donc ça peut être très rapide, comme ça peut être un peu plus long, quoi, j'ai la chiotte. C'est le genre de grandeur, c'est 1 à 2 jours, enfin, ça prend pas 2 mois. Oui, c'est ça. C'est constitué. 2 jours, c'est ça? 1 à 2 jours. On ne sait pas si ce terrain va cramper ou pas, en fait. On s'institue, on se dit, on va pas bouger. On vous prévient une semaine à l'avance, ça va cramper sûrement. On ne le sait pas sur le moment. Je pense qu'une fois que la relation est construite et qu'on sait de quoi on parle et dont vous avez besoin, ça peut aller effectivement de 1 à 2 jours. Moi, je parlais d'un cas plus généraliste où on a envie de s'y travailler ensemble pour essayer d'améliorer, pour avoir sa solution qui soit à soi, bien cousu main. Mais effectivement, on a vu le temps de génération, etc., plus de contrôle, je pense en 1 ou 2 jours, la machine fait le travail. Alors, je pose une question plutôt grand public. Je ne suis pas du tout marketing au départ. Je suis plutôt dans la géopolitique et la prospective. Si j'entends les conclusions, là, ma question, c'est sur, non pas de contradiction, mais bien cerner ce que vous entendez par ce que vous avez dit comme résultat. Vous dites, d'une part, ça réduit les nuances. Enfin, c'est ce que je retiens très globalement. Mais ça ne dégrade pas, presque pas. Bon, donc déjà là, il y a des précisions. Moi, peut-être j'aurai une autre question après par rapport à votre cas d'usage. Mais vous, par exemple, vous dites comme conclusion, ça n'apporte pas grand-chose. Alors, qu'est-ce qu'on voudrait que ça apporte? C'est vraiment une question grand public, d'abord. Et après, peut-être j'ai une autre question plus précise. Ah, alors, ces tableaux, on sait qu'on vous a bardé de chiffres et que c'était pas forcément évident à lire, mais notre donnée de référence c'était, on a un 800 cas représentatif, et on va dire que c'est la donnée parfaite. C'est évidemment pas évidemment le cas, mais on me dit c'est ce qu'on avait de bien à travailler, et il faut qu'on s'en rapproche. Quand on fait, donc on ampute son individu, et on fait un deuxième traitement. Donc on refait notre traitement dans nos pondérations, dans nos tableaux,
et on voit les écarts et on essaie de réduire ces écarts. Le fait d'ajouter, donc on s'est dit, sans doute, ce qu'on peut lire, ce qu'on peut entendre, en utilisant des algorithmes de synthetic data, et notamment sur des réseaux bayésiens, mais pas que, on doit pouvoir trouver les répondants qui nous manquent, d'une certaine façon, pour en revenir vers des résultats aux réponses elles-mêmes, parce qu'au niveau des structures, vous avez vu, on les reproduit sans problème. Mais par contre, les réponses aux questions, est-ce qu'on peut retrouver est-ce qu'on peut améliorer et revenir plus proche des 800 réels que des 700 amputés? Voilà. Donc c'est ça qu'on cherchait à avoir, c'est on a testé tout un ensemble de méthodes pour essayer de dire, j'essaie de revenir comme si j'avais vraiment fait 800 réels. Là, toutes les colonnes d'écart, c'est ça, vous avez les yeux. Là, à aucun moment, on a quelque chose qui d'évidence me rapproche. C'est arrivé, on a vu, parfois les écarts par rapport à la première colonne sont plus faibles, mais dans l'ensemble, il n'y a pas une évidence, il n'y a rien qui dit, waouh, j'ai systématiquement ou à une question près, un retour vers les 800 réels avec des écarts qui se rapprocheraient plus que de 0, 0, 1. Voilà, c'est ça qu'on cherchait à faire, et on n'a pas réussi à le faire. Ce qui nous fait dire que nous AG2, les synthetic data, faut pas le faire, autant regarder les 700. C'est autant travailler sur les 700, si vous ne terminez pas, ils vont ne travailler sur les 700 et bien redresser, que d'ajouter des individus synthétiques, parce que de toute façon, là, dans tous les tests et dans tous les croisements qu'on a tentés, on s'éloigne systématiquement de 800 réels. Juste compléter par rapport au fait que, effectivement, j'ai dit que ça gommait les différences, les nuances, et effectivement, il disait ça dégrade pas, etc. Olivier, il parle des résultats au global, c'est-à-dire manque de satisfaction sur les Français, il est de temps, et le tien, il est stable, donc ça n'a pas dégradé. Moi, j'ai fait un autre exercice, c'est d'aller regarder sur des populations un peu spécifiques ce qui se passait, et on voit que quand on descend sur des types de populations, là, les nuances peuvent être gommées. Donc au global, le taux sera bon, donc ça dépend vraiment aussi d'intérêt final qu'on a. Est-ce qu'on est sur de la macro ou justement sur de l'analyse où il faut aller chercher des cas spécifiques? Et dans ce cas-là, ça peut s'appliquer très bien ou pas. C'est juste par rapport au cas d'usage. Ce qui était flagrant, c'est les deux questions sur lesquelles les pourcentages les plus importants revenaient systématiquement. Et est-ce qu'il y a un travail après ciblé pour ce cas d'usage sur ces deux questions-là qui étaient les plus critiques, à savoir charge de travail et satisfaction du travail? Oui, pardon, j'ai peur, vous allez me passer votre question. Pardon, est-ce que, indépendamment de votre objectif premier de réussir à ce que la méthode que vous choisissez se rapproche du 0% d'écart, oui. Est-ce qu'il y a un travail en aval des résultats? Est-ce qu'on envisage un travail ciblé pour ce cas d'usage en particulier, sur, par exemple, les deux questions qui, de façon récurrente, ont montré les écarts les plus importants? Que j'ai retenu, charge de travail et satisfaction, par exemple. Oui, non, mais justement, j'aimerais bien comprendre pourquoi ces deux-là, de façon récurrente, quel que soit le modèle utilisé, reviennent sur 1% ou plus de 1%. C'est les deux seuls. Voilà. Est-ce qu'on cible un travail de recherche sur selon le cas d'usage? Mais bon, ça c'est vraiment juste par rapport au cas d'usage, c'est pas si important. Ce qu'on pense, c'est que du fait qu'on ait pris 100 individus amputés, on est pris totalement aléatoirement, c'est qu'on a dégradé, au niveau du modèle d'apprentissage, on a vraiment dégradé ces deux questions-là. Et on a renforcé cette dégradation, puisqu'on a appris de ça. Donc à partir du moment où on apprend sur une base qui est déjà dégradée, on a augmenté cette dégradation. Et donc on va valider ça, mais quand on a commencé à creuser, c'est systématiquement ce qu'on a trouvé, parce on vous a donné que certains des exemples qu'on a travaillés, mais on a plutôt cette condition-là, c'est-à-dire que celles qui sont proches, se proches, celles qui s'éloignent, on les éloigne encore plus. Donc voilà, c'est le fait qu'on dit là, comment on pourrait trouver ce qui n'est pas dedans, s'ils sont pas dedans. Là, si on apprend sur quelque chose qui est biaisé, non, c'est assez compliqué de débiaiser. Ce serait plutôt magique. Et là, on est un peu bloqué sur c'est quoi la méthode. Par contre, la question sur le boost, je pense qu'elle est plus spécifique parce qu'elle nous permettrait en effet de ne pas renforcer des individus manquants, mais dont le résultat ne serait pas biaisé. Voilà, donc c'est plutôt comme ça qu'on va continuer un peu notre recherche. Mais ce que vous dites, c'est est-ce que ces deux questions-là ont une spécificité? Leur spécificité, c'est que quand on a retiré les 100, c'est celles qui se sont les plus fortement dégradées.
C'est qu'on va rajouter les sciences, enfin, les sciences analytiques. Là, sur les deux questions que je vous ai posées, les deux côtés, les 800 individus réels, et de l'autre côté, les 800 individus synthétiques. Et vous voyez clairement que c'est avec des différentes. J'ai pas totalement compris votre question. En tout cas, moi, ce que je veux pour les prochains, c'est qu'on sache expliquer pourquoi ça a gommé les différences, qu'on trouve un autre algorithme qui permet de ne pas les gommer, et dans ce cas-là, on pourrait utiliser cette technique. Pour l'instant, moi, j'en suis encore là, c'est-à-dire que je suis à chercher les endroits qui ne me conviennent pas et qui me font dire, pour l'instant, je préfère rester sur des données humaines comme il s'agit de faire de l'analyse fine. Est-ce que vous avez d'autres questions? Merci à tous.